Le 45e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a ouvert ses portes ce matin à Accra, au Ghana. Le président de la République, Alassane Ouattara, y a pris part. La question de la secte islamiste Boko Haram et la situation du Mali étaient au centre de ce conclave. Une réunion sur le 4e recensement général de la population et de l'habitat s'est tenue aujourd'hui à Abidjan. Co-présidée par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Mapritou Keus, elle s'est déroulée en présence de préfets et élus locaux de certaines zones de la Côte d'Ivoire en retard dans le processus. Le coût du branchement abonnement à l'électricité passe de 150 000 à 1 000 francs CFA. Cette décision prise récemment au Conseil des ministres a été expliquée par le ministre de l'Énergie, Adama Toungara. Mondial 2014 au Brésil, les éléphants sont en préparation aux États-Unis d'Amérique. Ce soir, ils livrent leur premier match amical contre la Bosnie-Herzégovine. Bonsoir et merci de suivre ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Le chef de l'État revient d'Accra, capitale ghanéenne, où il a pris part au 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le secrétaire général de la présidence, Amadou Konkoulibaly, ainsi que plusieurs autres personnalités, notamment des membres du gouvernement. Le président de la République revient donc d'Accra, la capitale ghanéenne, où il a pris part ce matin à l'ouverture du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ce sommet convoqué par le président du Ghana, John Dramani, également président en exercice de la CEDEAO, a permis de plancher sur le dossier de la secte islamiste Boko Haram au Nigeria et la situation au Mali. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Accra, Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à l'aéroport international Kotoka d'Accra à 11 h. Il a été accueilli par les autorités ghanéennes, les ambassadeurs de Côte d'Ivoire accrédités dans les pays de la sous-région. Les Ivoiriens et principalement les jeunes sont aussi venus exprimer avec beaucoup d'enthousiasme leur joie de recevoir le président de la République au Ghana. Au Ghana, où une dizaine de chefs d'État de l'espace CEDEAO, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara, ont fait le déplacement pour examiner la situation sécuritaire dans le nord du Mali et dans le nord du Nigeria, deux régions secouées par des événements douloureux et regrettables. Au nord du Mali, où un accord de cessez-le-feu a été signé, des affrontements entre l'armée malienne et les groupes armés du Nord font planer une lourde menace sur le processus de consolidation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. La situation au nord du Nigeria se caractérise par des actes de terrorisme de Boko Haram. Notre sous-région connaît des situation assez grave avec ce qui est arrivé aux lycéennes et aux collégiennes qui ont été enlevés, donc la lutte contre le terrorisme d'actualité et également la situation au Mali. Ne pouvons pas admettre que l'unité du Mali soit donc remise en cause. Donc nous venons pour appuyer nos frères du Mali et du Nigeria, leur dire que nous sommes à leur côté et que nous sommes prêts à prendre les initiatives qui seraient utiles pour combattre le terrorisme et assurer l'unité du Mali. Pour le président du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, l'engagement des chefs d'État de la sous-région au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité est connu. Mais les menaces actuelles, notamment les actes de terrorisme, appellent à une plus grande solidarité dans l'action et à la prise de mesures concertées. Le président John Mahamad Dramani a par ailleurs indiqué que tout acte de terrorisme contre un État membre doit être désormais considéré comme une attaque contre tous les pays membres de la CEDEAO. Une conférence de haut niveau a ouvert ses portes hier à Maputo, au Mozambique. Elle a pour thème l'essor africain et elle voit la participation du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. La rencontre a été l'occasion pour la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, de dresser le bilan de la croissance réalisée ces dernières années par l'Afrique. Un bilan qui s'avère positif, notamment pour l'Afrique subsaharienne, même si le développement dans d'autres parties du continent est miné par les conflits internes.
Christine Lagarde a également invité les dirigeants africains à s'attaquer aux nouveaux défis qui attendent le continent, dont la croissance de sa population et les problèmes liés à l'environnement. Le point de notre envoyé spécial à Maputo, Gabriel Zani. Des pays africains comme le Kenya et la Côte d'Ivoire ont entamé des réformes à divers niveaux pour arriver à un partage des retombées de la croissance qui devait être de 5,5% cette année pour tout le continent selon Christine Lagarde. La croissance inclusive, c'est de faire en sorte que lorsque les prix montent sur les marchés internationaux, il faut le répercuter au niveau donc du paysan. Vous savez que la décision qui a été prise par le gouvernement, c'est que 60%, disons que du prix international est répercuté au monde paysan. Il y a aussi des travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Disons que les TIMO, par les grands travaux, et qui permettent donc aux jeunes, notamment dans les villes et quelquefois dans les campagnes, d'être, disons que trouver un emploi. Mais aussi il faut développer, et vous le savez bien, le secteur agricole lui-même, qui est grand, disons que c'est un grand employeur donc de main-d'œuvre. Et vous savez, dans le plan PNIA 2012-2015, on doit employer, donc 2016 je veux dire, on doit employer 2 400 000 personnes dans le secteur agricole. Voilà ce qu'il faut faire pour que la croissance soit inclusive et aussi investir beaucoup dans l'éducation et la santé. Le Mozambique a aussi pris des mesures pour réformer ses institutions. Le pays connaît depuis ces 2 dernières décennies une croissance de 7,4%. Armando Guebuza, le président mozambicain, a plaidé au pupitre que se poursuive l'assistance technique du FMI en faveur de son pays. Mais aujourd'hui, une croissance durable pour l'Afrique ne saurait se faire sans le privé. Il ne peut s'agir que d'un partenariat. Un partenariat entre le secteur privé, surtout les banques privées qui regorgent de ressources, et le secteur public qui, l'on sait, n'a pas toutes les ressources nécessaires. Les perspectives sont bonnes pour l'Afrique selon Christine Lagarde. Les défis pour le continent sont la démographie avec 1 milliard de jeunes en âge de travailler d'ici à 2040, l'innovation technologique pourvoyeuse d'emplois et la protection de l'environnement. Face à ces défis, les actions à mener restent la construction des infrastructures avec des investissements de qualité et appropriés, la transparence dans la gouvernance. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat était au cœur d'une réunion aujourd'hui à l'hôtel du district d'Abidjan, en application des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, en vue de garantir la réussite de cette opération. La rencontre coprésidée par les ministres d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et du Plan et du Développement Albert Mabry-Touakeus s'est tenue en présence de préfets et élus de certaines zones du pays, encore en retard dans la conduite du RGPH. C'est ce que nous dit Herman Niamie. Encore 2 semaines, point fini, avec l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Cette décision prise au dernier conseil des ministres vise à permettre aux différentes localités encore en retard sur le processus de recensement d'atteindre un large taux de couverture. Cette rencontre, initiative du président de la République, entre les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Albert Mabry-Touakeus, avec le corps préfectoral et les élus locaux des zones concernées, a donc pour objectif de s'imprégner des difficultés en vue de trouver des solutions. Il y a d'abord le problème de la sensibilisation politique, mais il y a également des questions de dysfonctionnement technique. Donc nous avons souhaité traiter ces questions-là pour faire avancer le processus et nous avons lancé un appel à tout le monde afin qu'il y ait une implication de tout le monde pour que ces 2 dernières semaines qui sont un délai que le gouvernement accorde pour pouvoir boucler l'opération. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, souligne que l'opération de recensement piétine dans le district d'Abidjan et dans certaines localités du pays. À la date du 26 mai 2014, nous sommes à 85% d'exécution du recensement au plan national. De ce chiffre, nous pouvons retenir qu'Abidjan se situe à environ 66-67%. En plus d'Abidjan, où le taux reste encore faible, nous avons quelques régions qui sont concernées. C'est le cas donc du Sud Komoué, de la Mé, de l'Agnébé-Tiassa, de la Nawa, qui sont encore des zones du Morono. Ami Pakou de l'opération Mabry-Touakeus précise que selon les informations fournies par l'Institut national des statistiques INS, la Côte d'Ivoire compte près de 24 millions d'habitants.
L'opération de recensement général de la population et de l'habitat, qui s'achève officiellement le 14 juin prochain, permettra d'avoir des chiffres fiables. On s'intéresse à la réunion du bureau politique du RDR, le Rassemblement des Républicains, réunion tenue aujourd'hui à son siège à la rue Le Pic. C'était en présence de ministres, présidents d'institutions, cadres et militants de base du parti. La situation sociopolitique et la restructuration du parti étaient entre autres au centre du conclave. Désormais, le RDR se donne de nouvelles ambitions et pour en savoir plus, on écoute le porte-parole du Rassemblement des Républicains. Il était au micro de Ben Touré. Au titre du secrétariat général, le bureau politique a pris acte des nominations suivantes. Secrétaire général par intérim, M. Amadou Soumaoro. Secrétaire général adjoint chargé de l'organisation de l'administration et du patrimoine, M. Gilbert Kafana Kone. Secrétaire général adjoint chargé de la trésorerie générale du parti, Mme Pemon Nebrou Adjoa Jeanne. Secrétaire général adjoint chargé des relations avec les syndicats, la société civile et le monde associatif, M. Sidiki Konaté. Secrétaire général adjoint chargé de la communication, porte-parole, M. Joël Nguessan. Secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques, M. Adama Bitogo. Secrétaire général adjoint chargé des militants de l'extérieur, M. Diakité Koti Suleiman. Secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation et de la logistique, M. Legré Philippe. Secrétaire général adjoint chargé de la formation et de l'école du parti, M. Fofana Lemassou. Secrétaire général adjoint chargé de la solidarité, Mme Touré Maferima. Secrétaire général adjoint par intérim chargé des élections, M. Doumbia Brahima. Le bureau politique exhorte les militants promus à se mettre très rapidement et résolument au travail. Le bureau politique invite toutes les militantes, tous les militants et tous les sympathisants à rester unis et solidaires des responsables politiques ainsi désignés pour porter encore plus haut le flambeau du parti en vue de l'élection présidentielle de 2015. Le coût du branchement abonnement à la CEIE passe de 150 000 à 1 000 francs CFA. C'est une décision prise récemment au Conseil des ministres. Elle concerne les ménages économiquement faibles, à savoir les foyers utilisant 5 ampères. Selon le ministre de l'Énergie, cette décision du gouvernement va contribuer à réduire les branchements anarchiques et à accroître l'accès à l'électricité. Adama Koni. La décision est tombée le 27 mai dernier. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie passe à la phase d'éclairage. Pour avoir l'électricité, les ménages sollicitant une intensité de 5 ampères bénéficient d'un échéancier. 1 000 francs CFA payables au moment du raccordement et de l'abonnement au réseau électrique et les 149 000 restants étalés sur 10 ans. Le ministre Tungara étudie en plus la possibilité de donner le choix aux abonnés d'opter pour des factures mensuelles ou bimensuelles. Et la cible visée par la décision gouvernementale est bien identifiée. Cette mesure qui est marquée du sceau du président Alassane Ouattara est une mesure qui ne concerne que ceux qui n'ont pas aujourd'hui de lumière dans leur maison, qui n'ont pas de contrat d'abonnement et qui ne sont pas branchés. Cette mesure est faite pour les moins favorisés de notre population, dans un premier temps. Viendra ensuite d'autres mesures qui vont aller en faveur de ceux qui ont plus de possibilités. Avec cette nouvelle disposition, c'est un package que le gouvernement offre aux ménages économiquement faibles. Ils auront d'abord le branchement, l'abonnement, les installations intérieures, le contrôle de ces installations et les lampes à basse consommation. Tout ce package sera un kit qui permettra à tous les habitants de ce pays qui veulent se brancher au réseau national de le faire avec plus de facilité. La mesure entre en vigueur dans le dernier trimestre de cette année. Elle permettra de passer de 50 000 à 200 000 abonnés par an, donnant du coup une réponse appropriée au phénomène de fraude avec les branchements anarchiques dont le manque à gagner est estimé annuellement à 54 milliards
de francs CFA. La Société des mines d'or d'Iti vient de faire le bilan des œuvres sociales réalisées au profit des villages riverains. 2 milliards de francs CFA ont été investis ces 5 dernières années en faveur des populations du département de Zouaounié. Ces actions étaient présentées aux habitants par le directeur général de la société, appelé à d'autres fonctions. Thérèse Tapeyoboué pour le commentaire. La Société des mines d'or d'Iti, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, est le plus important gisement minier du pays avec une production annuelle estimée à 2,5 tonnes. Dès son arrivée à la tête de cette société, le directeur général, Daniel Yahi, s'est engagé à relever 2 défis majeurs, à savoir accroître la production d'or et développer une meilleure politique d'intégration sociale pour les communautés riveraines. Après 6 ans passés en tant que premier responsable de la structure, Daniel Yahi quitte la Société des mines d'or d'Iti avec le sentiment d'avoir fait son devoir. Très positif de la SMI, c'est la première société minière en Côte d'Ivoire qui a donc servi d'exemple sur tous les plans, à tout le secteur. Et je dirais que nous avons été creusés de formation. Et deuxièmement, concernant donc les projets que nous avons lancés, nous les avons réalisés à bon port. Et aujourd'hui, la SMI a une perspective très intéressante. Pour les années à venir, la Société des mines d'or d'Iti va investir 100 milliards de francs CFA pour sa production. Il y a des grands projets, en particulier celui de construire une nouvelle usine qui permettra de traiter des minerais, des gisements qui sont identifiés sur nos permis, mais que nous ne pouvions pas traiter jusqu'à présent parce qu'ils ont des caractéristiques particulières. Et comme le recommande le nouveau code minier, 5% du chiffre d'affaires seront réinvestis au bénéfice des populations du département. Une mesure que s'engage à respecter le nouveau directeur général de la mine d'or, Pascal Bernasconi. 14 milliards de francs CFA, c'est la somme débloquée par la Banque islamique de développement. Elle va servir à financer des projets communautaires ainsi que la réhabilitation d'infrastructures économiques et sociales dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les régions bénéficiaires sont celles du Tonkpi, du Guémon et du Cavali. Doigt de laser. 14 milliards de francs CFA pour le financement des projets communautaires et la reconstruction post-crise dans le district des montagnes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires de ce fonds, la région du Tonkpi, du Guémon et du Cavali. Ce financement, alloué par la Banque islamique de développement, va servir à la mise en œuvre de plusieurs projets communautaires, tels que l'agriculture, le commerce et la réhabilitation des infrastructures socio-économiques. Des pistes rurales, 403 km qui vont être réhabilitées, le financement des infrastructures sociales, des infrastructures de soutien aux activités économiques pour pratiquement 3 milliards de francs CFA, le financement des activités génératrices de revenus pour 1,5 milliard de francs CFA et puis pour le renforcement des capacités, le solde résiduel. Donc ce sont les investissements directs. Pour le donateur, cet appui vient soulager les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui ont subi les affres de la crise politique de 2002 à 2011. C'est le premier projet du genre en Côte d'Ivoire, projet CDD, qui demande l'implication et l'appropriation des communautés bénéficiaires. Donc il s'agit aujourd'hui de venir définir clairement leurs besoins, mettre en œuvre ensemble et en fin de compte faire le point avec elles. Les associations de femmes, les coopératives agricoles, les projets générateurs de revenus sont prioritaires dans le financement de la Banque islamique de développement qui va s'étendre sur une durée de 4 ans dans le district des montagnes. Un mot d'éducation, les meilleurs élèves ont été récompensés à Mans et à Boaké. Ils ont reçu les félicitations du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en mission dans ces régions. Une manière pour la ministre Kandia Camara de célébrer et d'inculquer la culture de l'excellence aux élèves et acteurs du système éducatif. Suivez ce reportage. Emmanuel Dakouri, élève au collège moderne de Biankouma, est le lauréat des classes de 5e. Je suis heureux parce que Madame la ministre nous récompense pour les élèves intelligents et permet de recommencer l'année prochaine et d'être toujours excellent. À l'instar de cet élève, différents acteurs de l'éducation nationale et autorités administratives ont reçu des récompenses pour leur contribution
à faire de l'école un lieu d'excellence. J'ai organisé les états généraux de l'éducation nationale à Sipilo parce que je me suis rendu compte que dans le département, l'éducation, le niveau des élèves était très bas. Il fallait rechercher les causes, n'est-ce pas, de ce bas niveau et proposer des solutions. Ces différents prix ont été décernés à l'occasion de la journée d'excellence et du mérite organisée par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique DRENET de la région du Tongpi. C'est une mission que Madame le ministre nous a assignée. C'est donc fort de tout cet appui que, avec mes collaborateurs, nous avons mis en place le projet et nous l'avons réalisé avec l'appui de tout le monde. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a souligné l'importance d'organiser les journées d'excellence pour susciter une saine émulation entre élèves et redorer le blason de l'école ivoirienne. Quand le travail des apprenants les plus méritants est ainsi reconnu par leurs encadreurs, cela s'inscrit dans la droite ligne de l'objectif que nous nous sommes assignés cette année. Tous mobilisés pour une école de l'excellence. La ministre Kandia Kamara a également assisté à la journée de l'excellence organisée par le lycée Jeunes Filles de Boaké, appelé Grand Bahut. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamien Konan, était récemment à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, une visite pour encourager les étudiants et le personnel administratif de l'INPHB, mais également pour s'imprégner de leurs difficultés. Patricia Omoetia. Après une visite des différents sites de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, c'est l'amphithéâtre de l'Institut qui sert de cadre à la rencontre. Le directeur général de l'INPHB souhaite que l'Institut soit autonome et indépendant. L'INP sera une grande entreprise. Quel sera le rôle de chaque acteur dans l'entreprise? Je crois que c'est ça qui fait peur. Mais le rôle du ministre, c'est de rassurer et que nous ne sommes pas là pour renvoyer les gens, pour les mettre à la disposition de la fonction publique. On est là aussi pour déceler certaines compétences, de faire des formations complémentaires et d'atteindre nos objectifs, de faire en sorte que l'INP devienne un institut complètement autonome, indépendant, mais sous la houlette de l'administration du ministère. Le ministre Nyamien Konan insiste sur l'employabilité et la vocation de cette institution afin de mettre à profit le potentiel scientifique de l'INPHB. Il faut réfléchir à la question du financement de l'enseignement supérieur. L'État fait beaucoup. Quand vous regardez le budget de la Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte que pour l'éducation en général et pour l'enseignement supérieur en particulier, l'État fait beaucoup. Nous avons près de 3000 enseignants à rechercher. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro marque la dernière étape de la visite du ministre Nyamien Konan dans les universités et grandes écoles publiques ivoiriennes. Pendant plusieurs jours, il était impossible d'entrer ou de sortir du village de Bonoufla, dans le département de Vavois à l'ouest de la Côte d'Ivoire. En cause, cette localité a été littéralement inondée par les eaux de pluie. Les pluies continuent de causer d'énormes désagréments aux populations, notamment aux automobilistes qui s'aventurent sur l'axe d'Aloa-Vavois. Le constat de Jeanne Toubé. Il ne fait pas bon d'emprunter le tronçon d'Aloa-Vavois en cette période de pluie. Dans un sens comme dans l'autre, le voyage prend toujours fin à Bonoufla. Dans ce village de la sous-préfecture de Vavois, et qui distant de Daloa et son chef-lieu de sous-préfecture, la moindre pluie devient un drame pour les automobilistes. Impossible pour eux de sortir du village ou d'y entrer, car la route en cet endroit devient un marigot à chaque pluie. Ça fait très longtemps qu'on est dans ce calvaire. On ne sait pas comment régler ce problème. On a un problème pour pouvoir faire les transactions. Ma voiture habite de l'eau sur la voie ici pendant 2 jours, 3 jours, jusqu'à présent la voiture même est garée. On nous a dit de nous patienter jusqu'à aujourd'hui. Voici les difficultés sur nos pieds. Les automobilistes qui ont tenté un passage en force ont prié de leur témérité. Le sous-préfet de Vavois, informé de la situation, s'est rendu à Bonoufla. La réalité offrait à voir des dizaines de véhicules de tout genre retenus prisonniers dans ce village, pour cause de routes coupées. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à Daloa, vous ne pouvez pas non plus aller à Vavois. Vous voyez, il y a plus de 200 véhicules qui sont là depuis 3 jours.
Donc la situation est alarmante et mérite une solution d'urgence. Les effets de fortes pluies sont sévèrement ressentis par toute la population de Bonoufla et l'activité économique locale s'en ressent. En agriculture, le conseil coton anacarde vole au secours des producteurs d'anacarde et de coton. Pour aider les paysans à augmenter leur production, les responsables de ce conseil ont signé aujourd'hui une convention avec la Société ivoirienne de technologie tropicale. Ce partenariat vise à mettre en place des machines pour aider les paysans dans le processus de production de la noix de cajou et du coton. Francis Boifou. Entre le Conseil du coton et de l'anacarde et la Société ivoirienne de technologie tropicale UDT, un partenariat. Il va renforcer les capacités des producteurs de coton et de l'anacarde et leur faciliter l'accès aux technologies modernes développées. Le plus important pour nous, c'est de s'appuyer sur les technologies pour réduire la pénibilité au niveau du monde agricole. Le travail qui est fait par l'homme, que ce travail-là soit remplacé par des machines. Un exemple simple, au lieu d'utiliser la daba ou bien la machette, on peut utiliser la charrue. Par cet accord, la Société ivoirienne de technologie tropicale IDT s'engage à accompagner l'État à augmenter les taux de transformation nationale des produits de la filière anacarde d'environ 10% en 2013 à 100% en 2020. Il faut signaler qu'en dehors des noix d'anacarde récoltées dans les plantations d'anacardiers, les autres produits comme les pommes sont abandonnés dans les champs, faute de possibilités d'utilisation. Ces pommes peuvent être valorisées pour le biocarburant, des jus, des confitures, de l'alcool alimentaire. Des produits déjà disponibles dans les laboratoires de IDT, société dont les chercheurs ne manquent pas d'imagination pour mettre en place des machines capables de soulager le monde paysan, contribuer à la transformation et à la valorisation des produits agricoles. Mondial 2014 au Brésil, les éléphants sont en préparation aux États-Unis d'Amérique. Ce soir, ils livrent leur premier match amical contre la Bosnie-Herzégovine, match prévu pour minuit 30 heure locale. Voyons l'entraînement avant match avec Anja Soukrou. Sur 28 joueurs présélectionnés par Sabri Lamouchi, 25 sont présents pour l'entraînement avant le premier match de préparation face à la Bosnie. Les joueurs sont très concernés par les exercices auxquels ils sont soumis par Sabri Lamouchi et son staff. On va au Brésil pour essayer de faire quelque chose, de rapporter quelque chose de positif. Et la préparation se passe très bien, il y a l'ambiance dans le groupe. Le match contre la Bosnie apparaît comme le premier indicateur du travail effectué lors de la première partie de la préparation. Les éléphants entendent donc l'aborder avec sérieux et détermination. On s'entraîne dans la bonne humeur, c'est ça le plus important. Et puis après, on sait qu'il y a des matchs de préparation. On va essayer de les jouer à fond, comme ça on arrive prêt pour le 14 juin. On est en préparation depuis une semaine. Ça se passe bien, on bosse. On a un premier match de test demain. On espère que ça va bien se passer. Bien finir la semaine avec un bon match avec une victoire. Mais dans l'ambiance, ça se passe bien. Je pense qu'on verra les résultats le jour du premier match. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Tout le monde se porte bien, il n'y a pas de bobo ici. Côte d'Ivoire-Bosnie se joue le vendredi 30 mai 2014 à 19h30, heure de Saint-Louis aux États-Unis et à minuit 30 à Abidjan. Et avant le premier match de regroupement, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont adressés à la presse. La conférence a été animée par Didier Zokora, Didier Drogba et l'entraîneur Sabri Lamouchi. Nous restons avec Anja Soukrou. Il est vrai que les éléphants sont très loin à Saint-Louis aux États-Unis, mais ils attirent toujours autant les journalistes. Face à eux en conférence de presse, Sabri Lamouchi a expliqué le travail qu'il a entamé avec ses joueurs. On a axé essentiellement notre première semaine de travail sur un travail personnalisé parce que certains de nos joueurs avaient trop joué, d'autres pas assez, pour arriver à avoir une condition physique un peu plus homogène qu'au départ. Didier Drogba, le capitaine des éléphants, estime qu'il a eu les soins et la préparation nécessaires pour rejoindre le groupe dans une bonne forme. J'ai fait des efforts pour arriver prêt lors du premier jour de rassemblement et je pense que ça se voit
en dehors et sur le terrain, comme pour tous mes partenaires, pour tous les joueurs qui sont là, tous les 28 qui sont ici. Donc voilà, je me sens bien, et Dieu merci, et j'espère que ça va durer. Didier Zokora, le recordman absolu de sélection en équipe nationale de Côte d'Ivoire, a arrêté la compétition un mois avant la fin de la saison, mais il se dit apte. Depuis le 18 de ce mois, je suis là avec le groupe à Dallas. Ça fait 10 jours, ça s'entraîne bien. Demain, il y a un match important qui est là. Donc voilà, c'est juste pour savoir si on est bien rentré dans la compétition. J'espère qu'il y a un bon match. Sabri Lamouchi a révélé au cours de cette première conférence de presse de préparation du Brésil 2014 qu'il redoute le moment où il va se séparer de 5 de ses présélectionnés. Et je rappelle que le match de la Côte d'Ivoire contre la Bosnie-Herzégovine sera diffusé en direct sur RTI 1 aux environs de minuit 30. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI 1.